D'abord, vous remercier, Emmanuel Hirsch et son équipe, de la confiance accordée, qui me donne la parole aujourd'hui, c'est toujours important. Ensuite, juste vous situer que moi j'ai la chance, enfin, j'estime que c'est une chance, de travailler dans un lieu où la question d'une diagnostic ne se pose pas. On me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle se pose entre une personne et entre les professionnels de ce centre, des médecins, des psychologues, des ergothérapeutes, mais elle ne se pose pas en exigence d'une annonce de diagnostic. Donc j'ai la chance de rencontrer des personnes avant le vouloir savoir, pendant le vouloir savoir et après le savoir. Et du coup, je peux vous dire que ça change plein de choses dans la relation et ça donne du temps. Ensuite, et avant d'être au cœur du propos, m'excuser du propos qui sera forcément réducteur, dénué de nuances, parce qu'on n'en a pas le temps, parce que la question est complexe. Et je voudrais m'en excuser, notamment auprès de ceux qui sont touchés de près par la pathologie. C'est donc avec humilité que nous pouvons évoquer ce qui bouleverse toute personne engagée dans la démarche diagnostique, qui lui confirmera probablement qu'elle souffre d'une pathologie incurable, tant ce qu'elle a à vivre est extraordinaire. Pour comprendre ce qu'elle éprouve dans cette épreuve de vérité, nous devons saisir avec elle ce qui transforme sa vie, ce qu'elle subit, ce qu'elle ressent. Ainsi, je vais d'une part témoigner de ce qui m'est confié, dans des propos communs mais de façon toujours singulière, par des personnes qui savent, par des personnes qui apprennent qu'un processus irréversible va petit à petit les priver d'elles-mêmes. Et d'autre part, je vais considérer avec vous la place qu'il est possible de tenir auprès d'elles au moment où leur propre savoir sur elles-mêmes leur est confirmé, asséné parfois. Autour du vouloir savoir se mobilise toujours l'ambivalence qui est précieuse et qui témoigne du travail d'élaboration psychique engagé par la personne afin d'intérioriser petit à petit ce qui œuvre en elle, ce qui amène des changements, sans gommer ce qui existe au préalable. L'ambivalence est une façon de s'en assurer. Ambivalente, cette personne qui sait que quelque chose de grave l'atteint veut comprendre ce qui lui arrive, mais repousse le temps de la vérité en banalisant ses troubles, n'étant pas certaine que le savoir sera un bénéfice pour elle. Cette position peut perdurer après l'annonce du diagnostic, lorsque celle-ci est traumatique, plus désorganisatrice en raison de la bascule dans une réalité terrifiante qu'elle provoque, que potentiellement structurante en raison des éléments de compréhension et de soutien qu'elle est susceptible d'apporter. Que la réalité pathologique soit saisie rapidement ou laissée en suspens, le doute protecteur et la certitude d'être atteint d'un mal redoutable alternent dans un temps de recherche d'un sens acceptable à l'oubli qui panique, d'un sens suffisant à donner à cette vie qui prend une direction imprévisible et tortueuse. La peur qui accompagne toujours cette ambivalence imprègne la vie psychique, les relations, l'avenir. Cette peur est peur d'être perdu, foutu, et encore peur de se perdre, de ne plus se retrouver. Elle est peur d'être abandonnée, oubliée des autres, considérée comme incompétent, pire, comme mort déjà. Cette peur est aussi peur de devenir gaga, fou, idiot, ayant perdu la conscience de soi tout autant que la perte de la capacité à être autonome et indépendant. Devenir gaga. C'est aussi et surtout la perspective de perdre peut-être un jour sa dignité posturale, et ce n'est pas rien, et peut-être même sa dignité humaine, inhérente au fait d'être un être humain, et c'est alors avoir perdu l'essentiel. Connaître sa maladie, c'est-à-dire savoir de quoi il retourne justement, déséquilibre la cohésion psychique et interroge les idéaux qui poussent à devenir et à être quelqu'un, ce qui a pour répercussion directe la remise en question du sentiment jusque-là inébranlable d'être pour toujours un homme, une femme, a pour répercussion la remise en question du sentiment d'être soi-même et de pouvoir le rester, alors que son cerveau dégénère, alors que son histoire fondatrice s'efface. Confirmer dans le savoir qu'elle dégénère, c'est pas rien, c'est sortir de la génération, de la lignée aussi, c'est aussi ça. Informer de ce qui lui arrive donc, que la personne soit déterminée à lutter contre l'évolution du mal, qu'elle parvienne à profiter des petits plaisirs de la vie ou qu'elle jette l'éponge dans un aquabon fataliste, déferle angoisse, culpabilité et honte. L'angoisse générée par l'oubli et l'égarement menaçant la continuité d'être met en alerte l'économie psychique afin qu'elle mobilise les moyens de stopper la fuite des contenus de pensée et d'éviter la chute dans le néant. Mais dans cette situation, l'angoisse, bien souvent précieuse par ailleurs, ne fait qu'épuiser les ressources internes, tant ce qui affecte la personne ne peut être circonscrit.
La culpabilité pousse parfois à s'excuser d'être, et c'est donc dommageable dans l'engagement de la vie qui va. La culpabilité pousse souvent à la recherche de causalité et de responsabilité, parfois plus acceptable que le hasard et l'impuissance. Elle est au service de la construction d'un mythe personnel, inscrivant la maladie dans une logique historique, ce qui peut lui conférer un sens, et dans ce cadre-là, la culpabilité est précieuse. La honte, quant à elle, est réactionnelle à l'humiliation de se voir dépossédée des rôles tenus, de la confiance accordée, de la puissance reconnue. Elle est honte de ne pouvoir éviter la faillite de l'organisation somatopsychique, honte d'être dépourvue par une pathologie invisible, mise sur la touche de la communauté humaine compétente, obligée de s'en remettre à elle pour vivre. Ces souffrances morales évoluent sur fond de tristesse, ne pouvant trouver véritable autoconsolation, si ce n'est parfois dans des mouvements de révolte et d'opposition. Tristesse et vaine manifestation de force plongent régulièrement dans le désespoir, d'autant plus intense lorsque la personne se sent seule et stigmatisée. Comprendre ces mouvements psychiques, c'est pouvoir considérer le drame intime de cette personne qui vit de l'intérieur d'elle-même avec étrangeté et désarroi sa propre transformation, afin d'être là, avec elle, aussi délicat que possible, sans pour autant être vertueux, dans une relation portant attention à ce qu'il éprouve, sans oublier qui elle est, une relation allant à son rythme, aidant à supporter l'attente du futur et de ses inconnus, une relation pouvant l'accompagner pour persévérer dans son être et oser la vie, malgré et avec ce qui s'impose à elle définitivement. Autour de la démarche diagnostique, nous devons proposer à la personne concernée une relation sincère, lui offrant une possibilité non seulement de traiter sa douleur morale et de se sentir épaulée, mais aussi de redevenir petit à petit maîtresse de ce qu'elle est en train de vivre. Cette relation peut se nouer avec un psy, mais elle peut aussi, de façon un peu différente bien sûr, se développer avec toute autre personne, soucieuse de ne pas se dérober à la nécessité d'être entourée, nécessité banalement ressentie chaque fois que le cours de la vie est chamboulé chez chacun d'entre nous. Cette relation, psychothérapeutique ou non, aura intérêt à être d'abord simplement ordinaire, ce qui est souvent exclu des personnes, en tout cas ce qui se dérobe aux personnes malades. Donc cette relation aura à être d'abord simplement ordinaire, aura intérêt à être ordinaire, c'est-à-dire au service de la libre circulation des nourritures narcissiques objectales entre deux personnes, ne doutant pas de la justesse de leurs propos, considérant les troubles cognitifs à leur juste place, ne les plaçant ni en coulisses ni à l'avant-scène des échanges relationnels. Ainsi, cette relation pourra s'enrichir d'enjeux prenant soin des mouvements psychiques provoqués par l'annonce de la réalité pathologique, et nous en retiendrons principalement 4 aujourd'hui. Il s'agira dans un premier temps de contribuer à calmer les tensions internes, angoisse, panique, colère. L'apaisement passera par la mise en mots de ces éprouvés à l'intention d'un autre, les reconnaissant comme légitimes et pouvant en partager la réalité, ce qui permettra de mettre à distance ces tensions à l'extérieur de soi. Dans un second temps, les tensions internes pourront trouver voie de régulation dans la sublimation, canalisant l'énergie interne dans l'investissement d'activités apportant satisfaction, inscrivant dans la culture, au sein de lesquelles vérifier que l'on est encore capable, doué pour quelque chose, d'où l'importance de développer, trouver des espaces propices à la mobilisation sublimatoire. Il s'agira aussi de soutenir la recherche de compréhension et de sens à l'absurde réalité. Cela passera alors par la reprise des événements marquants de l'histoire singulière, par la mise en lien de ces derniers avec le trauma actuel ou simplement par l'inscription de la maladie dans le cours de l'histoire grâce au récit retraçant sa découverte. De cette façon, la personne faisant l'épreuve de la passivation, c'est-à-dire étant totalement soumise à l'évolution négative de son équilibre neurologique, pourra reprendre la main sur le cours de son existence et sur la maladie perdant alors de sa toute-puissance en étant considérée comme conditionnée, au moins en partie, par l'histoire préalable à son développement ou trouvant une place, sa place, dans le déroulement de l'histoire récente. Il s'agira encore, grâce à la qualité de la relation proposée, de désamorcer le travail de la honte qui fait non seulement souffrir, mais fait aussi se taire et encore se replier, se cacher, se détourner des autres et de soi-même. Traiter la honte, c'est assurer une fonction réfléchissante à la relation développée avec la personne pour invalider son sentiment d'être considéré comme indigne d'être quelqu'un de bien en raison de sa faillite cognitive.
Traiter la honte, c'est apporter une confirmation narcissique à cette personne, c'est-à-dire lui signifier et lui permettre de vérifier, d'une part, qu'elle est toujours un alter ego pour son interlocuteur, grâce au partage de l'intimité par exemple, et d'autre part, qu'elle est toujours elle-même, en lui fournissant, mine de rien, des éléments de cette réalité. Enfin, il s'agira de soutenir l'appropriation subjective de la maladie, c'est-à-dire sa compréhension, la prise de conscience de ce qu'elle fait éprouver. S'approprier sa maladie, c'est la faire sienne, en repérer les contours, afin d'avoir moins peur de devenir fou et dépourvu d'intelligence. L'appropriation subjective de la maladie permettra de la différencier de l'être soi-même, ce qui est très complexe, tant cette maladie reste impalpable, touche à ce qui fait être soi et attaque le propre de l'homme. Ainsi, la personne sera mieux en mesure de supporter ses manques, de les comprendre, d'apprendre et de réussir à composer avec eux encore et encore, en tout cas on peut l'espérer. Ainsi, la personne sera invitée à créer sa façon singulière de vivre avec sa maladie. Alors bien sûr, ces enjeux relationnels n'aboutiront pas tous ou ne seront pas toujours proposés, parce que la personne concernée ne souhaite pas s'y risquer, s'y engager, parce que les objets relationnels disponibles redoutent de s'y engager, résistent à se laisser aller au partage des éprouvés catastrophiques, au partage de l'oubli, au partage de la condition humaine qui s'effrite en apparence. Tout simplement, ça ne pourra pas se faire parce que la personne est empêchée pour gérer cette relation, ne serait-ce que sur le plan organisationnel. Et puis, il y a des questions géographiques. Parfois, on est trop éloigné des lieux où on pourrait nouer de relations de soins de ce type-là. Pourtant, cette relation qui prend soin, cette relation qui peut consoler, est une réponse adaptée aux besoins, à la demande d'être accompagnée, réponse qui contribuera à faire en sorte que le savoir sur soi, apporté par la connaissance du diagnostic, soit autant que possible organisatrice et structurante, un point d'appui à partir duquel poursuivre l'investissement de la vie faite d'oubli et d'imprévus. Je vous remercie.